C'est le mardi 17 mars que je suis parti, juste avant que le confinement ne soit effectif. Le voyage avait été rapide, il faisait beau et il y avait peu de monde sur les routes. Les autres membres de ma famille étant a priori en sécurité, répartis entre plusieurs points de confinement, j'avais quitté Paris avec ma compagne et la plus jeune de mes filles pour l'Ardèche, où mes beaux-parents vivaient toute l'année, à une dizaine de mètres de la maison où nous allions habiter et où nous venions souvent depuis des années. La veille, j'avais dit à mes patients que pour un temps illimité, ils ne pourraient plus s'allonger sur mon divan, mais qu'on continuerait néanmoins nos séances par téléphone. Remplacer le célèbre divan de Freud par un téléphone. C'était une première pour moi, mais c'était aussi une première dans l'histoire de la psychanalyse, pourtant vieille de 120 ans. Et du coup, l'idée de ce film m'est tout de suite venue. Je décidai de trouver 4 patients qui, eux aussi, allaient découvrir la psychanalyse par téléphone et qui accepteraient de me raconter cette expérience inédite. Toute séance devant rester par principe confidentielle, je leur demanderais de me dire ce qu'ils considéreraient pouvoir être rapporté publiquement et semaine après semaine, filmés par la caméra de leur propre téléphone, ils me raconteraient et leur psychanalyse et leur confinement. Barbara est la première des patients que je contactais. Son avis m'importait d'autant plus qu'elle est psychologue et travaille comme soignante à l'hôpital. Malade depuis plusieurs jours, elle était confinée en grande banlieue avec Romain, son compagnon. Je sais que vous n'avez pas encore été testé. Je peux vous demander d'abord comment vous allez. Alors en fait, là actuellement, je suis surtout très fatiguée. J'ai encore des maux de tête et des courbatures et j'ai une absence de goût et d'odorat. Dans ce contexte angoissant, quand votre psychanalyste vous a proposé du coup des séances de psychanalyse par téléphone, ça a eu un effet positif? Oui, ça a eu un effet positif parce que de maintenir ce lien-là, dans un moment d'incertitude totale, de basculement, c'est pour moi plus que nécessaire. Vous ne vous êtes pas dit ça va être de la psychanalyse au rabais? Je ne me suis pas posé la question comme ça. Au début, j'étais simplement contente de pouvoir avoir mon analyste au téléphone. D'ailleurs, j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais. Je lui ai demandé de ses nouvelles aussi, pour maintenir ce lien. Mais en effet, les premières séances que j'ai eues, c'était plutôt de l'ordre de la prise de contact. Je ne dirais pas que c'était de la psychanalyse au rabais, mais c'était inédit. Et donc, c'était plus du côté d'un échange de qu'est-ce qui nous arrive là, dans l'instant. Ce qui n'est pas tout à fait ce que j'ai l'habitude de dire en séance. Mais il y avait quelque chose de cette parole, de cette voix incarnée qui faisait de ce moment-là un moment analytique. Tu me filmes. Tu mets pas ton doigt devant le truc, hein? Bon, on va par là. Franck a fondé et dirige le Samovar, un théâtre et une école entièrement dédiés à l'art des clowns. Il était confiné à la campagne avec Roselyne, son épouse, et leurs 2 filles, Julia et Abigail. Le fait d'avoir aucun rendez-vous, c'est extraordinaire. C'est qu'on est dans une liberté absolue. Voilà, donc d'être en famille comme ça, de découvrir de manière autre que d'aller les chercher à l'école, d'avoir les enfants kikinés pour faire les devoirs alors qu'ils sont crevés. Quand on a la chance d'avoir un confinement comme le mien, c'est-à-dire que voilà, c'est bien conscience qu'on fait partie des grands privilégiés. Qu'est-ce que vous avez pensé quand votre analyste vous a proposé des séances par téléphone? Ça m'a fait sourire. Je me suis demandé si c'était bien utile. Je me suis même dit, est-ce que c'est pas... Ça me semble un peu une arnaque, mais ça m'a interloqué. Oui. Pour votre première séance, vous vous êtes allongé sur le canapé de votre salon? Non, je me suis mis dans ma voiture, parce que dans
dans la maison, ça capte pas bien et je préférais bien évidemment être tranquille. Voilà, on va planter. Hier, on a planté les échalotes et là, on va planter les petits clowns. Alors, on aurait pu leur mettre un petit mot en dessous, tu vois, pour qu'ils soient drôles et émouvants. Ceux qui nous regardent se poseront peut-être une question. Pourquoi faire une psychanalyse quand on est clown? Le clown est juste le pendant de la personne qui est dans son axe, mais de se décaler. Donc, prêt à la chute. L'origine du clown, c'est ça, c'est la chute et les coups de pied. Donc, pour savoir se décentrer, il faut connaître son centre. Un petit peu de bien psyché, comme ça là. Tu sais pourquoi ça fait psyché? Oh non. Pour leur donner une bonne chance, il faut beaucoup de courage pour être clown. Voilà, c'est clown. Et puis surtout, un petit peu de celle-là, elle est bien celle-là, pour éviter d'avoir la grosse tête si ça marche. Là. Si vous poursuivez votre psychanalyse par téléphone, c'est pour la réussir. Or, quand on est clown, réussir, c'est rater, non? Pour le clown, c'est capital. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le public sait où il veut aller, le public n'attend qu'une chose, c'est qu'il n'y arrive pas. Et c'est cette bagarre. Donc en dramaturgie clownesque, on parle d'objectif, on parle d'obstacle. Donc il faut que l'objectif soit clair, on sait ce qu'on va faire, et il faut aller à la découverte de ces obstacles qui vont empêcher le clown de faire. Et c'est les obstacles qui vont faire rire le public, ou qui vont l'émouvoir. En psychanalyse, j'en sais rien. Une fois qu'ils sont sortis, c'est comme ceux qui sont à l'école, là, c'est un demi-groupe. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est un demi-groupe. Quand ils sont bien pris des racines, ils auront tout appris. Et puis après, c'est à eux de continuer. Le troisième patient, Roberto, est photographe. Et ces photos, tout le monde a eu sans doute l'occasion de les voir dans la presse, les grands journaux faisant souvent appel à lui. Il était confiné dans son appartement avec sa femme, Nausicaa, leurs 2 enfants, jeunes adultes, habitant ailleurs. D'un seul coup, avec la crise, tout s'était arrêté pour lui. Vous êtes en place, c'est bon? Bon, moi je suis en place. Allô. C'est bien cadré? Oui. Oui. Tu entends bien? Alors, J'entends bien. Du jour au lendemain, vous vous êtes retrouvé sans travail et donc sans ressources. Vous avez pensé arrêter votre psychanalyse? Je n'ai peut-être pas pensé complètement arrêter, mais j'ai pensé que je la mettrais en parenthèse parce que ça serait difficile pour moi de suivre financièrement. Mon psy m'a appelé, il m'a proposé qu'on continue les séances par téléphone et il m'a tout de suite proposé que les prix des séances soient pendant ce moment réduits d'une manière assez conséquente, que ce qui m'a permis de continuer ces séances par téléphone et pouvoir assumer les tarifs qu'il proposait. Est-ce que vous pensez que vous parlez à votre psychanalyste au téléphone comme vous lui parlez dans son cabinet? Je pense pas. Je pense que je suis, pour l'instant, j'ai un discours un peu plus logique. Je trouve pas la même aisance pour me laisser guider par l'association libre des mots, par qu'un mot amène l'autre. J'ai l'impression que par téléphone, d'une certaine manière, peut-être par manque d'habitude, il est un petit peu plus contrôlé. Je le contrôle un peu plus. En psychanalyse, vous devez souvent parler de votre travail et donc de vos photos. Quelle est la première photo que vous avez faite pendant le confinement? C'était un autoportrait de moi avec un ananas sur la tête. J'avais besoin de dérision et en même temps une sorte d'aveu d'impuissance face à la situation. Une sorte que peux-je faire pour m'en sortir de là, vu que dans notre vie on est habitué, on pense que toutes les situations, à partir du moment où on les aborde par un angle efficace, on peut les gérer, on peut les contrôler. Eh bien là, je peux rien, je n'y peux rien du tout. Une manière de dérision, une manière de rester zen, une manière de rire aussi, oui.
Dernière des 4 patients de ce film, Pascal est professeure des écoles et les enfants dont elle s'occupe sont en maternelle. Séparée du père de son fils, elle était confinée seule dans son appartement. Avoir des séances de psychanalyse au téléphone, c'est utile, ça? Ça vous sert à quoi? Ça me permet déjà d'avoir un rendez-vous fixe, une continuité dans ce que j'avais auparavant. Ça me permet de décharger ce quotidien qui est assez anxiogène, même si les séances me paraissent différentes forcément, puisque j'étais sur le divan et que là c'est par téléphone, mais pour moi c'est vraiment important, oui. Même, je dirais, essentiel. Est-ce que vous pouvez me décrire une séance de psychanalyse au téléphone? Comment ça se passe? J'ai tenu à garder un cérémonial, à instaurer un cérémonial, c'est-à-dire que quand je sais que ça va être l'heure de ma séance de psychanalyse, je m'assois toujours au même endroit, dans le même fauteuil. J'ai besoin que cet endroit-là soit réservé à cette séance de psychanalyse. Je ne me vois pas faire ma séance de psychanalyse n'importe où dans l'appartement. C'est un endroit que j'ai choisi sans y réfléchir d'ailleurs, mais où je me sens bien et c'est cet endroit-là et je ne me vois pas faire ma séance ailleurs que sur ce fauteuil. Quand on se rend dans le cabinet de son psychanalyste, il y a toujours un avant et un après. Est-ce que ça se passe aussi comme ça par téléphone? Oui, il y a toujours un avant et un après, même là en confinement. C'est-à-dire que avant, je m'assois dans mon fauteuil, voilà, et je fais rien, j'attends. Comme si je me vidais, parce que peut-être pour après pouvoir libérer ma parole et que ma parole vienne d'elle-même. Et puis après la séance, il y a aussi un moment où je reste encore sur le fauteuil et ensuite quand je me lève, soit je vais chercher un petit carnet dans lequel je note des choses, des idées, soit je mets de la musique et je danse. Voilà, c'est une façon de couper, je pense, de couper la séance comme si je rentrais dans le métro. Enfin, c'est un moment de fin pour moi. Il faut qu'il y ait un moment de fin. Chacun dans leur domaine, c'est-à-dire l'antibiotique, les qui ont été recouvertus. 40 000 mais à quoi bon avant de confirmer? Et l'heure du confinement va durer. Et c'est tout à fait difficile à supporter pour beaucoup de Français, j'en ai parfaitement conscience. Mais c'est indispensable, si nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation qui serait pire encore que celle que nous connaissons aujourd'hui. Le 7 avril, la veille de la seconde série de coups de fil que je passais à Barbara, Franck, Pascal et Roberto, le Premier ministre avait annoncé que le confinement allait durer sans en préciser pour autant la fin. À cette occasion, il avait d'ailleurs fait un joli lapsus. Aujourd'hui, l'impératif, c'est de faire en sorte que le confinement fonctionne. L'impératif, c'est de faire en sorte que le virus circule. Faire en sorte que le circus virule. L'inconscient d'Édouard Philippe avait vu juste. Ce virus, nous emprisonnant encore pour un bon moment, nous faisait vivre collectivement et individuellement un drôle de cirque. Tu vois, j'ai une réunion aujourd'hui. Vous avez finalement été testé et vous avez appris que vous avez le coronavirus. Comment vous avez réagi? Sur le moment, j'ai ressenti un soulagement de n'avoir pas fait tout ça pour rien, d'être restée à la maison à raison. Et là, je vais mieux aussi physiquement. Le seul symptôme qui subsiste encore à l'heure actuelle, c'est la perte de goût et d'odorat. Vous n'avez pas été angoissé? J'ai été un peu angoissée pour mon conjoint. Je me suis dit, bon, finalement, donc c'est sûr, je l'ai. Est-ce que lui pourrait encore l'avoir? Et ce qui restait encore assez énigmatique et qui l'est toujours à l'heure actuelle, c'est la question de combien de temps encore je risque de le transmettre à d'autres. Après 3 semaines de confinement, le virus restait toujours une énigme.
Mais ce que chacun comprenait, c'est qu'il n'était simple pour personne de vivre sous sa férule. Vous me disiez la dernière fois que le confinement se passait plutôt bien. Dans la durée, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui vous angoisse? S'il y a une chose qui m'angoisse, c'est le temps si court de chaque journée. Là, j'ai aucun rendez-vous, et le temps passe à une allure, je ne vois pas le temps passer. Et je me lève à 6h du matin. Dans ce confinement qui s'installe, qu'est-ce qui est le plus pénible pour vous? Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de discussion possible. Lorsque je sors de l'école, en général, après une journée dans le bruit, le silence, c'est du repos, ça m'apaise. Mais là, le silence du matin jusqu'au soir, ça devient pesant, même presque angoissant, anxiogène, je trouve. Face à l'angoisse que générait cette crise, les séances par téléphone, je le voyais dans ma propre pratique, jouaient un rôle pacificateur. Petit à petit, patients et analystes trouvaient leur marque. Je ne vous ai pas encore posé la question. Pour vos séances au téléphone, c'est vous qui appelez votre analyste? Non, c'est mon analyste qui m'appelle. C'est pas comme si moi je devais appeler. Peut-être que là, je serais tentée d'appeler à d'autres moments et pas forcément à ce moment-là. Donc ça changerait, je pense, le contenu de la séance. Oui. À force de vous appeler chez vous, dans votre environnement, est-ce que vous diriez que votre analyste est devenu plus familier? Non, je dirais pas que mon analyste est plus familier pour moi, je dirais qu'il est plus attentif. Je pense qu'il est plus présent, parce que lorsque je suis dans son cabinet, même s'il ne dit rien, je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là, il y a des petits bruits, il y a des petites choses. Lorsque on est au téléphone, la qualité de la communication, de l'entente, elle est différente. Donc je pense qu'il est nécessaire qu'il se manifeste plus souvent pour que le lien reste maintenu. Je pense qu'il est plus silencieux lorsque je suis dans son cabinet que lorsque je suis au téléphone avec lui. Sachant que vous aviez le coronavirus, est-ce que votre analyse s'est comportée différemment avec vous au téléphone? Il n'y a eu qu'une seule fois où j'ai manqué l'appel parce que je dormais. J'étais épuisée et j'avais mis des réveils pour l'heure de la séance. Et j'ai rappelé après mon analyste en disant que j'avais pas réussi à me réveiller. Ça, je ne sais pas comment ça aurait été vécu dans le cadre normal. Parce que oublier une séance ou ne pas se réveiller pour aller à une séance, c'est jamais anodin dans le cadre normal. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a simplement proposé un rendez-vous un peu plus tard dans la journée et on s'est appelé à ce moment-là. C'était différent, ça. Je ne sais pas s'il aurait fait la même chose dans un cadre normal. Pour parler de tout ça, où est-ce que vous vous êtes installé? Je m'étais dit que je me mettrais dans un espace dédié et finalement, je suis sortie dans mon jardin avec une petite angoisse en fond de trame qui était que mon voisin du jardin d'à côté puisse m'entendre ou même que mon conjoint puisse m'entendre. C'est sûr que dans le cadre du rendez-vous habituel, cette question-là ne se pose pas. Ça donnait quelque chose d'assez léger et il n'y avait que ma parole pour redonner un peu de poids à ce moment-là. Quand vous êtes au téléphone avec votre analyste, vous pourriez mettre un nez rouge, il n'en saurait rien. Ça, pour l'instant, ça m'est pas venu à l'idée. Mais on pourrait imaginer plein de choses, hein. Par exemple, c'est par téléphone. On pourrait imaginer d'être dans sa baignoire, dans sa douche, à poil au milieu des vaches dans un champ, ça pourrait être drôle. Mais on n'a pas le droit. Et ça serait un peu emmerdant d'être contrôlé à ce moment-là. Moi, ça m'est arrivé de parler à des vaches pendant 1 heure dans un champ.
D'ailleurs, j'ai un ami qui a une ferme et qui m'a dit que les vaches sont en manque de relations en ce moment. Il y avait un entraînement pour les clowns, pour le jeu d'acteur, d'être face à l'animal, d'être face au cheval. Donc quelle est la présence du circassien face à l'animal? Quand on met un animal sur scène, les comédiens, aussi brillants soient-ils, on ne les regarde pas, on regarde le chien bâiller, ou le chien se balader. Donc du coup, pour un comédien, c'est impressionnant d'être face à un animal. Je me demande s'il n'est pas le même âge que moi. Ah bon? Oui, j'ai toujours connu. Pas sur un plan scientifique, encore une fois, qui ont des recouverts des résultats positifs, on les observe. Mais à quoi Nous sommes en train de vivre des jours difficiles. Nous ressentons tous en ce moment la peur, l'angoisse pour nos parents, pour nous-mêmes. Nous devons donc poursuivre nos efforts et continuer d'appliquer les règles. Plus elles seront respectées, plus nous sauverons de vies. C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. Lors de sa dernière intervention, le président de la République avait cette fois fixé un terme au confinement. Mais dans quel état patient et psychanalyste allions-nous tous sortir de cette tourmente? Et j'avoue m'être demandé alors si j'avais eu raison d'aménager sur le champ ma pratique pour qu'elle se retrouve finalement compatible avec l'épidémie. C'est sans doute pour cela que je me décidai à appeler Dominique, l'une des personnes dont je suis le plus proche dans le milieu psychanalytique. Si on fait les séances par téléphone, c'est pour que l'angoisse ne se démultiplie pas toute seule dans son coin. Avec Dominique, non seulement il m'est arrivé plus d'une fois d'écrire sur la psychanalyse, mais nous avons été mariés pendant 19 ans et avons élevé sous le même toit 4 de mes 5 enfants. On ne peut pas, dans une situation qui est quand même une situation très limite, critique, qui est celle de l'épidémie, laisser la personne en disant « non, le magasin est fermé ». On ne peut pas fermer le magasin, nous. Non, je ne pense pas. De même qu'on ne ferme pas le magasin le week-end quand il faut recevoir quelqu'un qui est dans un moment douloureux, délicat. Non, non, non. Après tout, ce qui est premier dans la cure analytique, c'est le lien de parole. On ne distribue pas de médicaments, on ne fait pas d'ordonnance, on ne fait pas d'hypnose, de relaxation, de méditation. Ce qui compte dans la psychanalyse, c'est le lien de parole et d'offrir la possibilité à un sujet de venir dire ce qui ne va pas. Donc le téléphone est possible pour ça. En même temps, c'est hétérodoxe. C'est complètement hétérodoxe, je n'y aurais jamais pensé avant. Par contre, s'il y a quelque chose de différent, c'est peut-être du côté de ma pratique, c'est-à-dire il n'est pas impossible que je puisse proposer des séances par téléphone dans des situations un peu limites où la personne est malade de façon durable, où aussi les personnes sont obligées de partir en voyage, encore pour une certaine durée. Eh bien, il n'est pas impossible que je me dise que ça puisse être une solution là où avant je ne l'aurais même pas pensé. Dominique avait raison. La psychanalyse n'est pas une pratique standardisée. Et c'était une bonne chose qu'elle ne soit ni rigide ni dogmatique. Quand j'avais une vingtaine d'années et que je m'allongeais moi-même sur un divan, mon psychanalyste m'apparaissait à juste titre comme un drôle d'oiseau, dont la préoccupation première était que ma cure se poursuive sans que rien ni personne ne fasse obstacle à son déroulement. La pandémie de Covid-19 touche 185 pays. 2,6 millions de personnes sont contaminées dans le monde. 179 700. Que pouvions-nous faire de mieux aujourd'hui que de ne pas laisser un virus nous dicter sa loi sans réagir à notre façon? Pendant ces 5 semaines de confinement et de séances de psychanalyse par téléphone, est-ce que vous avez remarqué quelque chose de différent en vous? Pendant tout ce confinement, une idée m'a accompagné. L'idée que je ne pourrais pas travailler comme avant. Je ne sais pas très bien pourquoi. Qu'est-ce que vous avez repéré en vous qui vous fait dire ça?
destin. J'avais un besoin fort de faire bouger les choses, surtout professionnellement. Quand les choses ne bougeaient pas d'elles-mêmes, il fallait que j'aille au-devant des choses pour les faire bouger. Dans les moments calmes, j'étais souvent pris d'une angoisse, oui. Alors, est-ce que ça va bouger, est-ce que ça va pas bouger? Et maintenant, d'une certaine manière, je suis moins angoissé parce que les choses ne se passent pas, et puis je ne saurais même pas quoi faire pour qu'elles se passent. C'est bizarre parce qu'il m'est arrivé de partir en vacances, un mois, et à chaque fois je reviens et ça reprend. Mais là, cette parenthèse me fait penser, je ne sais pas attribuer à quelle raison attribuer, que ça ne reprendra pas comme avant. Et peut-être que je n'aurais pas envie de reprendre comme avant aussi. Ils aimeraient bien les faire sortir, mais là, ils sont débordés. Parce que le temps de finir, de donner les traitements, faire les premiers soins, laver les patients et leur apporter les plateaux avec la nourriture, ça y est, c'est midi et on repart pour un tour. L'idée, c'est de venir travailler plus, là, dans cette période de crise. Donc, j'ai renvoyé un mail à la direction en disant que je restais à disposition de mon service s'ils avaient besoin de moi. Voilà. Depuis notre dernier entretien, vous êtes retourné travailler à l'hôpital. Quel effet est-ce que ça a eu sur vous? Quand j'étais confinée et malade, j'étais, pour moi, simplement grippée. Mais lorsque je suis arrivée dans le service, nous avons 3 patients décédés. Et la question de la vie se pose autrement. Perdre autant de patients d'un coup, c'est pour moi, mais aussi mes collègues, enfin, certains de mes collègues connaissaient les patients depuis plus de 10 ans. Moi, ça faisait 6 ans, 7 ans que je les connaissais. Donc, il y a forcément un attachement à ces patients que je rencontrais très, très, très régulièrement. Il y a quelque chose qui est à vif et qui mériterait d'être reconnu après le confinement. Et ça, j'en témoigne en analyse et je continuerai à le faire. Quel rôle jouent vos séances de psychanalyse dans un contexte aussi douloureux? La mort, c'est innommable, mais si l'analyse m'a bien permis quelque chose, c'est de pouvoir l'aborder avec des mots. Et donc je témoigne beaucoup de ça. Est-ce que vous imaginez quelles conséquences tout ça va avoir pour vous? Je ne peux pas présager de ce que ça va faire pour moi, mais j'ai espoir que quelque chose de politique puisse émerger de tout ça. Votre psychanalyste, lui, il est toujours confiné, pas vous. Est-ce que ça change quelque chose dans le rapport que vous entretenez avec lui? Non. Non, parce que dans une analyse, enfin, ce qui reste important, c'est ce que moi je lui transmets de mon vécu, et ça ne rentre pas trop en ligne de compte sa propre expérience. Depuis plus d'1 mois, tous les patients qui avaient accepté de poursuivre leur analyse par téléphone s'allongeaient sur des divans imaginaires. On l'appelle comment cette chambre déjà? Chambre de psychanalyse. Mais des divans installés de fait dans un lieu éminemment familier, leur propre domicile, voire comme Franck, dans la maison de ses parents, ce qui n'était pas sans provoquer des court-circuits mémoriels. Tu vois, ça c'est mon père, ça. C'est ton grand-père, tu l'as pas connu. Et j'aime bien parce qu'on voit le côté sérieux, tu vois. Et en même temps, on voit son côté coquin, son côté marrant, tu vois. Il était drôle, hein. Quand tu voulais, il était drôle. Quand tu voulais pas, il était pas forcément drôle. Ce matin, je me suis réveillé pour pas faire de bruit.
pour que mes enfants ne se réveillent pas, la porte de la cuisine, pour moi, m'a rappelé enfant lorsque j'entendais mon père fermer la porte de la cuisine. Il me dit, mais ce son, il est vraiment unique. Oui, chaque son, je suis assis sur le fauteuil de mon père quand on était à table. Chaque endroit rappelle mon père ou ma mère, oui, bien sûr. Assise sur le fauteuil de votre salon, est-ce que vous diriez qu'au bout d'un mois, le divan finit par vous manquer? Oui, le divan me manque. Mais ça, c'est sûr que le divan me manque. Ce divan, je le connais. J'ai parlé de choses importantes, de choses douloureuses. Sur le divan, je sens une parole automatique qui se libère certainement par la neutralité du lieu. Là, dans mon intérieur, c'est un lieu qui est pas neutre. Et je vois qu'en fait, il y a une frustration. Peut-être que si le confinement dure, j'y arriverai. Mais si je dois analyser ou parler, par exemple, de mes rêves, de choses plus enfouies, de mon inconscient, sur le divan, il y a une liberté pour moi, une fluidité de la parole que j'arrive pas à retrouver ici, chez moi, dans mon intérieur. Ça te fait quoi de voir tout ça? Bah, je pensais pas que t'en avais fait autant de spectacles avant. Bah, j'en ai fait pas mal, j'ai fait combien? J'ai fait 4 solos. Ah oui. Tout en poursuivant votre analyse au téléphone, le clown que vous êtes a décidé de mettre à profit le confinement pour écrire un nouveau spectacle. Vous en êtes où? Ça avance, et chaque fois je m'y mets tous les matins, je trouve des petites choses, donc ça avance. Ça avance. Mais pour moi, le quotidien bouffe la fantaisie. Et dans mon cas, c'est dans la solitude que la fantaisie arrive. Donc l'imaginaire se libère à ce moment-là. Sinon, c'est gérer le quotidien, gérer le ménage, gérer la vaisselle, les courses. Pour un artiste en création, le confinement n'est pas une aubaine? Le problème, c'est que c'est un confinement subi. C'est pas un confinement choisi. Donc un artiste qui part en retraite dans un couvent, même s'il n'y a pas de religion forcément derrière, c'est choisi. Là c'est subi, et même si dans un confinement doré, on sent que tout s'écroule autour, l'inquiétude pâtit à la création. Je vous trouve plus sombre qu'il y a un mois. Votre spectacle va s'en ressentir. Mais je ne suis pas sûr que ce spectacle soit très drôle. Je suis en train d'écrire. Je ne cherche pas à faire un spectacle de clown. Je cherche à faire un spectacle sur un sujet qui m'interpelle. Après, je suis clown. Et ça sera peut-être... Il y aura une résonance clownesque. Mais je ne cherche pas à faire un spectacle drôle. Je crois que pour moi, c'est ce qu'il y a de pire pour un clown. Sauf de faire des numéros ou du cabaret. Mais moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ah ouais, c'était l'histoire d'un clown qui veut se suicider, et puis comme il y a le public qui n'y arrive pas à se suicider. Votre spectacle va parler du malheur des arbres. C'est une façon de parler du malheur des hommes? Tu vois, c'est ça qui m'a donné envie de demander aux élèves de faire des photos de clown, parce que je trouve ça intéressant. Là, j'aime bien. Le parallèle est clair, donc on peut pas oublier ce qui se passe autour. Pour moi, ça serait... je suis tellement en colère contre la plupart des artistes qui sont justement en dehors des préoccupations du monde, juste pour assouvir leur égocentrisme, soi-disant artistique, d'être sur scène. Donc je supporte pas ça. Donc ce que je veux surtout, c'est éviter. C'est que pour moi, ce spectacle parle du monde et parle donc de la difficulté du monde actuel. Et c'est par le biais des arbres que je le fais. J'ai pas compris. Il y en a combien? Bah, en fait, il y a aussi ça aussi. Ah, d'accord, ça? C'est-à-dire l'antibiotique avec Broccoli qui ont été reconvertis positifs, on est docteurs. Mais à quoi bon? C'est 40 000 cas qui sont confirmés. Vous qui êtes séparés et qui avez vécu seul ce long confinement, est-ce qu'il est devenu de plus en plus difficile avec le temps? Oui, le confinement me pèse de plus en plus. Peut-être parce que la perspective de la sortie du confinement, en fait, est très inquiétante.
C'est assez anxiogène, en fait, cette idée de sortir avec ce virus qui semble être partout. L'angoisse monte au fur et à mesure que le déconfinement approche paradoxalement. Du coup, vous seriez déjà en train de regretter ce confinement? Non, je regrette pas le confinement parce que je suis impatiente de retrouver mon fils, de voir ma famille, mes amis et bien sûr mes élèves. Mais j'ai une appréhension, je sais que la vie, elle ne redeviendra pas légère et on ne retrouvera pas une insouciance, donc ça m'inquiète beaucoup. Alors, si on fait le bilan de votre psychanalyse au téléphone, à quoi a-t-elle servi? Les sentiments que j'ai eus, je peux les exprimer. Alors que si j'étais pas dans ce travail d'analyse, j'en serais pas capable à l'heure actuelle. J'ai fait tout un cheminement depuis quelques semaines de savoir comment j'appréhendais cette solitude, cette période, hors norme, particulière, dramatique. À aucun moment, même ces derniers temps, vous ne vous êtes dit Que ces séances par téléphone, c'était peut-être une mauvaise idée? Non, à aucun moment, parce que pour moi, c'est dans la continuité du travail que j'ai commencé sur le divan. Aujourd'hui, cela fera 1 mois et demi que vous avez des séances de psychanalyse par téléphone et pas sur le divan. Et je sais qu'il y aura de nombreux spectateurs de ce film qui se demanderont en quoi finalement c'était si différent. Ne serait-ce que parce que je me déplaçais pas vers mon analyste. Il y avait quelque chose de mon corps qui était moins engagé. Quand on va chez son analyste, on fait l'effort d'y aller, on le paye sur place. Il y a une intentionnalité, je dirais même un certain courage parfois qu'il nous faut pour y aller. Là, ça venait à moi. J'attendais l'appel de mon analyste. Oui, bonjour. Oui, disons que les choses ont pas beaucoup évolué par rapport à la semaine dernière. Néanmoins, il y a des choses il y a un rêve qui revient beaucoup, oui. Mais pourquoi cette différence est Tellement importante. Il y a quand même quelque chose d'inédit à aller faire une séance d'analyse. On est pris dans notre quotidien, on est au travail, et puis tout d'un coup, une coupure, dans ce temps-là, on change notre trajet, on ne va pas directement à la maison, et on se dirige vers cette séance d'analyse. On attend après dans la salle d'attente, et on amène ce corps-là jusqu'au divan. Voilà, ça c'est quelque chose qui clairement me semble tout à fait essentiel parce que c'est quelque chose d'un engagement. Et c'est sûr que la psychanalyse ne pourrait pas se faire ad vitam aeternam par téléphone. Alors, expliquez-moi ce dernier point. Dans le cabinet de votre analyste, mis à part sa présence à lui, et même mis à part le divan, qu'est-ce qui est fondamental pour vous? Ce qui est fondamental pour moi, c'est la présence de ces objets, de ces éléments muraux, de ces meubles auxquels je me rattache souvent. Parce qu'au moment où je suis en train d'associer, au moment où je vais au cœur de l'intime, je me rattache, c'est ça que je vois. Si je ne vois pas le corps physique, organique de mon analyste, par contre, je vois tous ces éléments qui forment le cabinet, les draperies, les tableaux, les moulures. Et c'est à ça que je me rattache quand je me perds au plus profond de mon inconscient et de mon intime. Merci et puis bonne soirée alors. Merci, au revoir. Ce matin, lors du Conseil de défense, le président de la République a confirmé, au vu des résultats
climat sanitaire enregistré ces derniers jours, la levée progressive du confinement peut être engagée ce lundi 11 mai. Faisons un peu le bilan, si vous voulez bien. Ce qui m'intéresserait, c'est que vous me résumiez l'évolution de votre regard de photographe professionnel entre le 17 mars et aujourd'hui. Au tout début du confinement, on cherchait à faire des images de ce qui se passait autour de moi et j'avais du mal à trouver un fil conducteur. Donc au début, j'ai fait des photos de mon chien, des rues vides, mais tout ça n'était pas satisfaisant. Ensuite, j'ai fait des images des cafés vides, des empilements des chaises et des tables. Je n'avais toujours pas l'impression de faire des images intéressantes. Et donc ensuite, j'ai décidé de me retourner vers mon intérieur, mon appartement. Et, par exemple, il y a un très bel amaryllis qui est arrivé à la maison, et puis je l'ai photographié au fur et à mesure qu'il s'ouvrait. Mais c'est essentiellement le fait de redécouvrir ma femme, de faire quelque chose avec elle qui m'excite beaucoup. Les photos de votre femme sont sans conteste érotisées, le désir y est manifeste. Permettez-moi de vous poser cette question. Est-ce que tout ce qui a échappé à la psychanalyse a fini par s'exprimer là ? D'une part, j'essaye de tout dire en analyse sans filtre, mais il y a peut-être des choses que je ne dis pas, en effet, j'en sais rien. Mais c'est vrai que dans ces photos, il y a comme j'ai beaucoup de plaisir à redécouvrir ma femme à travers l'objectif. Il y a forcément du désir là-dedans. Peut-être que ces images complètent mon analyse. C'est peut-être aussi une manière de parler de mon désir par l'image. Bientôt 8 semaines de confinement et 8 semaines de psychanalyse par téléphone. 2 questions. Qu'est-ce que tout ça vous a appris sur vous-même et qu'est-ce que tout ça vous a appris sur votre couple ? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi-même que ça ne me gêne pas de devenir un ours dans sa taverne, voilà. Et puis on sortira quand les temps seront meilleurs. Alors ça semble un petit peu... cet égoïsme pèse un peu. Moi je trouve que c'est ça qui pèse. Bon, par exemple, là j'ai fait une formation de secouriste il y a quelques années. On m'a envoyé un mail comme quoi on avait besoin de moi en région parisienne, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que voilà, les enfants ne sont pas grands. Moi j'arrive à l'âge où les soi-disant on commence à être à risque. Voilà, cette espèce de protection, je dirais que c'est peut-être la chose la plus questionnante. C'est-à-dire comment être dans le soutien aux autres. Vous avez découvert qu'il y avait un ours en vous, vous l'ignoriez avant ? Non, je le voyais avant, mais là je le vis et je le vis bien. Mais l'ours a une compagne, d'où ma deuxième question. Comment ça s'est passé dans la tanière avec celle qui partage sa vie ? La tanière fonctionne bien, mais on n'a pas d'autre choix qu'elle ne... On ne peut pas se dire, il faut qu'elle fonctionne bien. Il faut qu'elle fonctionne bien. Parce que tout est à côté, si fragile. On se dit au moins, nous ce socle il tient, c'est assez joli. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'angoisse matinale ou d'inquiétude nocturne chez nous comme chez les enfants. Excusez-moi. Non. Ouais, elle est drôle, maman, Abigail. On a mes constances. Qu'est-ce que vous retenez de ces 2 mois de confinement ? Est-ce que vous diriez par exemple que votre couple est sorti renforcé de cette épreuve ? Moi, ce que je retiens de tout cet épisode, c'est qu'en effet, il y a eu un moment riche de création entre nous. C'est à l'image de notre histoire, mais là, c'était particulièrement fort parce que c'était dans un moment difficile à l'extérieur. Et nous, on s'est servi de ce vide-là pour créer quelque chose du désir. Ce qu'il faut savoir sur notre relation, c'est que
nous sommes partenaires, nous sommes un couple, mais depuis des années, nous fonctionnons aussi en créant ensemble des choses, des conférences, des articles, de la musique, des vidéos. Et c'est aussi comme ça que l'on se désire et que l'on s'aime. Et du coup, pendant le confinement, ce temps-là vide, ce temps d'ennui parfois, nous a permis de nous remettre dans ce truc de création commune où on s'est mis à créer des musiques, à créer des vidéos sur la psychanalyse, à créer des jingles, voilà. Donc tout ça vous a rapproché l'un de l'autre? Oui, bien plus qu'on ne l'aurait imaginé. Je parle de création, de notre capacité de création. Disons que là, nous avons créé une musique dont le rythme est un battement de cœur, si je puis dire. Nous avons appris, là, très récemment, que je suis enceinte. Toutes mes félicitations, je suis ravie d'apprendre que vous avez dans votre ventre un bébé confiné. Oui, c'est ça. C'est un bébé confiné, doublement confiné du coup. Et d'après vous, qu'est-ce qui a favorisé cette grossesse? Il y a eu une sorte finalement de sentiment de liberté au sein même de la relation. Enfin, il y a eu quelque chose d'un lâcher-prise. Voilà, c'est plus ça le terme. On a moins essayé d'organiser, de prévoir. Et c'est peut-être parce qu'il y a eu ce temps libre, peut-être parce que on s'est plus laissé aller à la vie que la vie a pu se faire. Je sais pas. Une dernière question, Roberto. Pendant ces 2 mois, j'ai voulu une fois vous téléphoner un peu avant 20h et vous m'avez dit « Ah non, c'est impossible, c'est l'heure où ma femme est sur le balcon ». Au moment de terminer ce film, on peut en savoir plus. Ma femme, elle est chanteuse, enfin, elle était chanteuse, elle a beaucoup chanté, beaucoup fait de la musique, et puis après, la vie l'a amenée à faire d'autres choses. Et depuis le début du confinement, j'ai essayé de la convaincre de chanter sur le balcon. Et cette chanson est aussi dédiée à tous ceux qui ont envie de s'émerveiller encore, malgré quelquefois les situations délicates. La vie est là, qui vous prend par le bras, oh là là là, c'est magnifique, des jours tout bleus, des baisers lumineux, c'est magnifique. Tous les jours, à 20h, elle a décidé de chanter une chanson après les applaudissements. Donc elle sort, on a un petit ampli avec un micro, et elle a choisi la chanson du jour qu'elle a envie de chanter. Et puis les voisins, petit à petit, on se rend compte qu'ils sont très touchés, et ils sont tous, à chaque fois, tous les soirs, il y en a plus qui viennent, qui ouvrent leurs fenêtres, et qui attendent ce rendez-vous. Et c'est un très beau moment, un très joli moment. Sous ce climat, les baisers sont comme ça. C'est magnifique. Les chansons au balcon durant 45 jours. Ouais, c'est vigilant, hein. Mais c'est magnifique. Non, mais c'est pas... Voilà, on y est, le déconfinement. Le moment tout à la fois attendu et craint de quitter l'Ardèche et de revenir à cette vie qu'on appelle normale. Avec mes patients, je vais retrouver le bureau auquel je suis habitué depuis tant d'années.
Et Barbara, Franck, Pascal et Roberto, eux, vont pouvoir de nouveau s'allonger sur le divan de leur analyste. Vous qui êtes sans doute le plus sceptique des 4 patients que j'ai interrogés dans ce film, pourquoi est-ce que vous allez poursuivre votre analyse? Si je continue, c'est par curiosité. C'est plus par curiosité que par un grand mal-être. Voilà, qui parfois est là de temps en temps, mais comme je pense que tout le monde a certaines angoisses parfois, mais c'est plus par curiosité pour peut-être découvrir plus la bestiole qui est derrière ma peau. Comment imaginez-vous la première séance que vous aurez après le déconfinement? Lorsque je me retrouvais dans le cabinet de mon analyste, ça serait comme la première séance du monde d'après. Quand vous pénétrerez dans le bureau de votre analyste, quel sera votre premier sentiment? Mon premier sentiment quand je vais retourner chez mon psychanalyste et apercevoir le divan, ça sera un soulagement. À la veille de retrouver ce bon vieux divan, vous pensez qu'en dépit des progrès de la science, voire des réseaux sociaux, il est toujours d'actualité? Oui, puisqu'il maintient quelque chose qui fait l'essence de l'humanité et qui tend à se perdre avec la modernité. Il maintient le fait que nous sommes des êtres parlants et que c'est ça qui fait de nous des êtres humains. Des êtres parlants qui, en analyse ou non, vont pouvoir de nouveau rencontrer les autres. Mais après avoir été assignés à résidence pendant 2 mois, en quels termes vont-ils reprendre la parole? En rouvrant les volets de mon bureau, c'est en tout cas ce que je me suis demandé. Le jour d'après, allons-nous parler un peu plus fort et surtout un peu plus juste que le jour d'avant? Bref, alors, faut comprendre ça que la contrainte devient un jeu. Contrainte.